Amsterdam. L'avènement d'Amsterdam s'est accompli selon les règles anciennes. Une ville succède à d'autres villes. Amsterdam succède à Gênes et à Anvers. Mais en même temps, le nord reprend l'avantage sur le sud, et cette fois définitivement. De sorte que ce n'est pas seulement, comme on le dit souvent, à Anvers qu'Amsterdam succède, mais à la Méditerranée. Le repli du capitalisme génois et, au-delà, le repli d'une Italie attaquée de tous les côtés, a ouvert la route à la victoire des marins et des marchands du Nord. Cette victoire, cependant, ne s'est pas accomplie en un jour, pas plus que la décadence de l'Italie et de la Méditerranée. Pour que l'invasion des transporteurs nordiques porte ses fruits, il a fallu que les relais d'Afrique du Nord, que les ports et les échelles du Levant leur soient ouverts et acquis. Il a fallu que les villes riches de Méditerranée acceptent les nouveaux venus et acceptent de les fréter. Le véritable outil de la grandeur hollandaise, c'est une flotte équivalente à elle seule à l'ensemble des autres flottes européennes. À la quantité s'ajoute la qualité. Ces navires robustes nécessitent 20% de personnel en moins que sur les bâtiments de même tonnage. Avantage considérable si l'on se souvient qu'au long cours, les frais de personnel, c'est-à-dire salaire et nourriture, ont longtemps été le premier poste de dépense. Ici, la parcimonie hollandaise jouerait à plein. L'ordinaire à bord est frugal, même pour le capitaine. Pas de vin, de la petite bière. Il y a aussi toute une politique de bas salaire. Le danger, en effet, d'un salaire relativement haut, c'est que je peux, une fois ma vie de pauvre assurée, m'offrir le luxe de ne pas travailler de façon suivie. Or, il faut de ces pauvres-là pour avoir des éboueurs, des hommes de peine, des portefaix, des débardeurs, des conducteurs de coches d'eau, des faucheurs qui vont manier la frise lors des fenaisons, des piocheurs qui doivent se presser d'extraire la tourbe avant les eaux ou les glaces de l'hiver. Ces dernières tâches sont le lot régulier d'émigrés allemands. La prospérité néerlandaise n'a jamais cessé d'impliquer l'existence d'une énorme prolétariat entassé dans des taudis. Le tout masqué, comme à Gênes, par une charité active et qui tempère d'éventuelles luttes des classes. Il est clair cependant qu'en ce soi-disant tranquille XVIIe siècle, les tensions sociales sont déjà en place. L'argent est le moyen de ramener chacun dans l'ordre, mais un moyen qu'il est prudent de dissimuler. Alors est-ce par goût ou par adresse instinctive que les riches à Amsterdam semblent avoir longtemps dissimulé la richesse et l'opulence qui étaient la leur? Fernand Braudel ne tranche pas. Mais la discrétion, la tolérance, l'ouverture commencent à changer avec l'arrivée au pouvoir, en 1650, des républicains. L'oligarchie alors se prête à la bureaucratisation et elle se retire plus qu'à moitié des affaires. Puis, le commerce au XVIIIe siècle devint progressivement secondaire pour les privilégiés de l'argent. Les capitaux surabondants se détournent du commerce pour s'investir dans les rentes, dans la finance, dans les jeux du crédit. Et cette société de rentiers, trop riche, se ferme progressivement. Elle se détache de plus en plus de la masse de la société. Cette coupure se marque profondément dans le domaine de la culture. Les élites abandonnent la tradition nationale et préfèrent accueillir l'influence française qui submerge tout. Ainsi, la peinture hollandaise dépassera à peine la mort de Rembrandt en 1669. Si l'invasion française a échoué militairement et politiquement, par contre, elle a réussi totalement ou presque sur le plan culturel. La langue française elle-même s'impose, comme dans le reste de l'Europe, et c'est un moyen de plus pour l'élite de prendre ses distances par rapport aux masses populaires. La société hollandaise étant ce qu'elle est, elle ne réserve aucune surprise. Le système des impôts épargne le capital. Le poids fiscal est rejeté du côté de l'impôt indirect. Contre le consommateur, c'est un feu roulant. Tous les observateurs de dire qu'aucun État, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, n'est pareillement accablé de contributions. Il fut bien question au début du XVIIIe de mettre à terre cet édifice compliqué, mais il fallut y renoncer. Aucune imposition générale ne pouvait absorber autant d'impôts particuliers et auxquels le contribuable avait, tant bien que mal, fini par s'habituer. L'impôt indirect, qui est le facteur essentiel de la vie chère,
accable surtout les petites gens. Le riche évite ou supporte plus aisément le coût. Ainsi, les marchands ont le droit à la douane de déclarer la valeur des marchandises à imposer, ils la fixent à leur gré, et le contrôle franchi, aucune vérification ne peut plus avoir lieu. Au final, se demande Braudel, peut-on rêver société, État plus systématiquement injuste? Il s'agit d'un État fort, auquel l'argent ne manque ni pour les travaux publics, ni pour l'armée qui représente pourtant des dépenses immenses. L'entretien des digues et des chemins coûte cher, mais aussi l'armée de mercenaires qui est très choisie, très bien payée et bien nourrie, selon l'adage. Cependant, comme tout centre économique qui se respecte, les provinces unies maintiennent la guerre hors de chez elles. Sur leurs frontières, une série de forteresses renforce l'obstacle des multiples lignes d'eau. Les mercenaires entraînés à la guerre la plus savante sont chargés de veiller à ce que la province reste une île à l'abri. Ce que la politique et la vie hollandaise ne cessent de défendre et de sauvegarder, c'est un ensemble d'intérêts marchands. Ces intérêts commandent, ils submergent tout. C'est précisément ce que n'ont pas pu faire ni les passions religieuses, ni les passions nationales. Le premier essor ample de la Hollande a découlé de la liaison assurée par ses navires et ses marchands. Liaison entre un pôle nord, celui de la Baltique et des industries flamandes, allemandes et françaises, et un pôle sud, celui de Séville, la grande ouverture sur l'Amérique. L'Espagne reçoit d'Amsterdam des matières premières et des produits manufacturés. Les Hollandais s'assurent, officiellement ou non, des retours en argent comptant. De toute évidence, la fortune de la Hollande s'est construite à partir de la Baltique et de l'Espagne à la fois. Le blé d'un côté, le métal blanc d'Amérique de l'autre. Tous deux ont joué leur rôle indissociable. La création, en 1602, de la Compagnie des Indes orientales, qui réunit les compagnies antérieures, allait bientôt tout changer. La Compagnie des Indes orientales se présente comme une puissance indépendante, comme un État dans l'État. Elle sonne la fin des voyages désordonnés, et à partir d'elle, il n'y eut plus, dès lors, qu'une seule politique, qu'une seule volonté, qu'une seule direction des affaires d'Asie, celle de la Compagnie. Véritable empire, elle se plaça sous le signe de l'expansion continue. Mais elle fit néanmoins faillite au XVIIIe siècle. Une faillite due surtout à la concurrence des autres compagnies, anglaises en particulier, et à la révolution des trafics et des marchés qui fut mal comprise par les responsables de Batavia. Mais le recul de la compagnie tient aussi aux fraudes bien connues de ses agents. Dans la bibliothèque de la ferme. Au cœur de la stratégie hollandaise, il y a les stocks, les entrepôts, immenses, gigantesques. Les amoncellements de marchandises répondent aux lenteurs et aux irrégularités de la circulation au XVIIe siècle. Cette abondance de réserves de marchandises, dont la Hollande peut à volonté régler l'écoulement, fait d'Amsterdam le chef d'orchestre des prix européens. Ce système d'entrepôts, qui tourne au monopole, se maintient au prix d'une attention constante, d'une politique d'évincement de toute concurrence et d'une subordination de l'ensemble de l'économie hollandaise à cet objectif essentiel. Cette fonction hypertrophiée d'entrepôt modèle oriente et même altère les autres fonctions marchandes d'Amsterdam. Ainsi pour le secteur bancaire. Si Amsterdam n'a pas de banque d'émission avec la préoccupation quotidienne de l'encaisse métallique, c'est qu'elle n'en a pas besoin. Ce que réclame l'entrepôt, en effet, ce sont des paiements faciles et rapides, sans les aléas du comptant. Les Hollandais sont en vrai des marchands de crédit pour l'Europe entière, et c'est là le secret des secrets de leur prospérité. Ce crédit à bon marché, offert en abondance par les firmes et les marchands d'Amsterdam, va du commerce le plus sage à la spéculation sans limite. Au XVIIIe siècle, le capital reste abondant,
Mais le commerce décline, avec une tendance à transformer le côté financier des échanges de marchandises en services de banque et d'investissement à l'étranger. Et ce passage de la marchandise à la banque, ne l'a-t-on pas déjà vu en toute clarté à Gênes dès le XVe siècle? Et ne le verra-t-on pas à Londres au XIXe et au XXe siècle? La machinerie du commerce et du crédit hollandais fonctionne donc par les multiples mouvements croisés des lettres de change, mais elle ne peut tourner seulement avec du papier. Or, du comptant, la Hollande n'en manque pas. Les pays d'Europe y envoient leur or et argent, car le change y est fort avantageux. Seule cette accumulation de capitaux permet le recours facile, automatique, à un papier que rien ne garantit, sinon la prospérité et la supériorité de l'économie hollandaise. Le procédé est tout à fait comparable à celui des États-Unis, au XXe siècle, qui ont inondé le monde de dollars non convertibles. Le tout, c'est d'avoir assez de crédit, et donc de puissance, pour se permettre le procédé. La prospérité de la Hollande aboutit à des surplus de capitaux qu'elle s'emploie à prêter aux États à des taux de plus en plus bas. Cette poussée financière, est-ce l'aberration dont parlent les historiens moralisateurs? N'est-ce pas une évolution normale? Déjà, durant la seconde moitié du XVIe siècle, période aussi de capitaux surabondants, Gênes avait suivi la même voie. Les nobili vecchi étaient les prêteurs attitrés du roi catholique et ils avaient fini par se détacher de la vie active. Tout se passe comme si, en répétant cette expérience, Amsterdam avait lâché la proie pour l'ombre, lâché le mirifique commerce d'entrepôt pour une vie de rentier spéculateur. Ce faisant, elle abandonnait les bonnes cartes à Londres. À Gênes, comme à Amsterdam, les taux d'intérêt particulièrement bas signalent que les capitaux ne trouvent plus à s'employer sur place par les chemins ordinaires. C'est aussi la situation où se trouvera l'Angleterre après le boom du coton au début du XIXe siècle. Trop d'argent et qui ne rapportait pas grand-chose, même dans l'industrie cotonnière. C'est alors que les capitaux anglais ont accepté de se jeter dans les énormes investissements de l'industrie métallurgique et des chemins de fer. Les capitaux hollandais n'ont pas eu pareille chance. Les Hollandais essaieront de prêter plus loin, là où les intérêts sont plus hauts, mais là encore, ce n'est pas tout à fait la situation où se trouvera Londres au début du XXe siècle. Après la fantastique aventure de la révolution industrielle, Londres aura à nouveau trop d'argent et peu employable sur place. Elle enverra bien comme Amsterdam ses capitaux à l'étranger, mais les prêts qu'elle consentira seront souvent des ventes à l'extérieur de produits industriels anglais. Donc, une façon de relancer la croissance et la production nationale. Rien de tel à Amsterdam, car il n'y avait pas, à côté du capitalisme marchand de la ville, une industrie en plein développement. Dans la bibliothèque de la ferme. Alors les rapports entre le centre et le reste de l'économie monde. Au XVIIe siècle, Amsterdam est donc au centre d'un vaste réseau. Le problème est maintenant de voir comment ce réseau d'ensemble rejoint les économies inférieures. Ce sont ces soudures, ces jointures, ces accrochages en chaîne qui nous intéressent, dans la mesure où ils révèlent comment une économie dominante peut exploiter les économies subalternes, et comment elle peut se dispenser d'assurer par elle-même les tâches et les productions les moins rentables, et même se dispenser, le plus souvent, de surveiller directement les chaînons inférieurs du marché. De région à région, et selon la nature et l'efficacité de la domination exercée par l'économie centrale, les solutions varient. 4 groupes d'exemples suffisent à marquer cette différence. Les pays de la Baltique, la France, l'Angleterre et l'Insulinde. Voyons pour la France. Au XVIIe siècle, la France a été littéralement subjuguée par la petite République du Nord.
Tout au long de sa côte atlantique, on ne trouve pas un port qui ne voit se multiplier les visites des navires hollandais, conduits le plus souvent par de très modestes équipages, de 7 ou 8 personnes, et qui n'en finissent pas de charger ou le vin, ou l'eau de vie, ou le sel, ou les fruits, ou d'autres denrées périssables, ou même les toiles, voire le blé. En apparence, et assez souvent en fait, un équipage composé d'assez petites gens qui, des années durant, se sont mêlés à la vie économique de tous les jours, celle de la place, du port et des marchés voisins. Les marchands locaux, quelle que soit leur jalousie et leur impatience, ne peuvent avoir raison de cette concurrence et l'éliminer. Les denrées livrées dans nos ports, de la Manche et de l'océan, sont trop souvent des denrées périssables, de sorte que la fréquence des passages des navires est pour les Néerlandais un atout majeur, sans compter les autres. Et si un bateau français s'avise de porter directement à Amsterdam le vin ou les denrées du cru, il se heurtera à des difficultés systématiques. Face aux mesures françaises de rétorsion qui n'ont pas manqué, la Hollande a les moyens de riposter. Et tout d'abord en se passant des produits français. Contre la France, la Hollande, avec ses réseaux marchands et les moyens de son crédit, peut changer à volonté de politique. Et c'est pourquoi la France ne se débarrassera pas mieux que la Suède de l'intermédiaire hollandais, malgré ses ressources, malgré ses efforts et malgré ses colères. Ni Louis XIV, ni Colbert, ni les successeurs de ce dernier ne purent briser le carcan hollandais. Il faudra attendre les années 1720 pour que le capitalisme marchand commence en France à se libérer des tutelles étrangères avec l'émergence d'une catégorie de négociants français à la hauteur de l'économie internationale. Et encore, ne pressons pas le pas. À Bordeaux, dont l'épanouissement économique est spectaculaire par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, il était de notoriété publique que plus du tiers du trafic était sous contrôle hollandais. Alors concernant l'Angleterre, les réactions anglaises aux empiètements hollandais ont commencé très tôt. L'acte de navigation de Cromwell date en fait de 1651 et il sera confirmé par la suite. Il interdisait à tout bateau d'apporter en Angleterre des marchandises qui n'étaient pas de sa production nationale. 4 fois l'Angleterre s'engage dans des guerres violentes contre la Hollande. À chaque fois, celle-ci accuse le coup. Et en même temps, une production nationale de plus en plus prospère se développe en Angleterre, à l'abri d'un protectionnisme vigilant. Cela prouve, sans doute, que l'économie anglaise était mieux équilibrée que la française, moins vulnérable aux forces du dehors, et que sa production était plus nécessaire aux Hollandais. Ces derniers ont par ailleurs toujours ménagé les Anglais, dont les ports étaient les meilleurs refuges en cas de mauvais temps. Cela ne signifie pas pour autant que l'Angleterre ait échappé à l'emprise hollandaise, en tout cas jusqu'en 1730, quand le système commercial hollandais commence à se détériorer en Europe. Le jeu s'est renversé et l'Angleterre est désormais un pays libéré de la tutelle étrangère. Elle l'est d'autant plus que le retrait commercial hollandais l'a aidé à obtenir, enfin, la possibilité pour l'État d'emprunter largement. D'abord réticents tout au long du XVIIe siècle, car les garanties leur paraissaient inacceptables, les Hollandais finissent par délier les cordons de leur bourse lorsque le Parlement anglais créa une taxe particulière pour le remboursement de l'emprunt et des intérêts. C'est désormais en Angleterre que vont se déverser les capitaux en surplus des négociants anglais. La Hollande du XVIIIe siècle s'est finalement laissée conquérir par le marché national anglais. Elle s'est également laissée conquérir par le milieu social de Londres, là où les négociants hollandais se trouvent plus à leur aise, gagnent davantage et même trouvent des distractions que l'austère Amsterdam leur refuse. Dans la bibliothèque de la ferme. Peut-on généraliser ? La réussite du centre n'est possible que si les économies inférieures et les économies sujettes sont accessibles d'une façon ou d'une autre, mais régulièrement à l'économie dominante. La liaison d'Amsterdam avec l'Europe se fait d'elle-même, sans violence excessive.
l'attrait du mécanisme des échanges, le jeu des capitaux et du crédit suffisent à maintenir les liaisons. D'ailleurs, dans le total du trafic hollandais, l'Europe représente les 4/5 de l'ensemble. L'outre-mer n'est qu'un appoint, si notable soit-il. C'est cette présence de pays infériorisés, mais développés et voisins, éventuellement concurrents, qui entretient la chaleur et l'efficacité du centre. En tout cas, il est clair que la vraie périphérie, à la marge extrême, ne peut être tenue que par la force, la violence, la réduction à l'obéissance. Pourquoi ne pas le dire? Le colonialisme, en classant celui-ci au passage parmi les très vieilles expériences. Déjà à la frange de leur zone exploitable, au XIIIe siècle, Venise et Gênes étaient des puissances coloniales. Sur le déclin d'Amsterdam. L'histoire brillantissime d'Amsterdam perd de son éclat avec le XVIIIe siècle finissant. Or, cette baisse de lumière est un repli, un déclin, non pas une décadence au sens plein du mot. Amsterdam est encore aujourd'hui un des hauts lieux du capitalisme mondial. Oui, la prolifération de la banque a représenté à Amsterdam un processus de mutation et de détérioration du capital. Oui, son oligarchie sociale, comme à Venise ou à Gênes, se ferme sur elle-même, se retire du négoce active et tend à se transformer en une société de prêteurs rentiers à la recherche de tout ce qui peut garantir des privilèges tranquilles. Mais à cette poignée de privilégiés, on peut peut-être reprocher son rôle, bien qu'elle ne l'ait pas toujours choisi, mais en tout cas pas son calcul, puisqu'elle traverse indemne la tourmente de la Révolution et de l'Empire, et que, selon certains auteurs hollandais, elle serait toujours en place en 1848. Oui, il y a eu passage des tâches élémentaires et salubres de la vie économique aux jeux les plus sophistiqués de l'argent, mais Amsterdam est prise dans un destin qui dépasse ses responsabilités propres. C'est le sort de tout capitalisme dominant d'être pris dans cette évolution, déjà visible des siècles plus tôt, lors des foires de Champagne. Cette évolution conduit le capitalisme dominant, de par son succès même, à achoper au seuil d'activité ou d'acrobatie financière, où l'ensemble de l'économie arrive difficilement à la rejoindre, à moins qu'elle ne refuse de la suivre. Si l'on cherche les causes ou les motifs du recul d'Amsterdam, on risque en dernière analyse de tomber sur ces vérités générales qui valent pour Gênes au début du XVIIe siècle et peut-être pour les États-Unis aujourd'hui, qui eux aussi manient papier-monnaie et crédit jusqu'à des limites dangereuses. C'est du moins ce que suggère un examen des crises qui se succèdent à Amsterdam durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Des crises graves, paralysantes, des crises qui se ressemblent toutes et qui semblent toutes liées à des crises de crédit. La masse des effets de commerce, la somme de l'argent artificiel, semble jouir d'une certaine autonomie par rapport à l'économie générale, mais avec des limites à ne pas dépasser. En tout cas, chaque fois, au cœur de chacune de ces crises, le comptant fait défaut. Ces crises se ressemblent. Elles sont en effet des crises modernes du crédit, et c'est ce qui les distingue absolument des crises dites d'Ancien Régime, qui, elles, s'enracinaient dans les rythmes et les processus de l'économie agricole et industrielle. Ces crises modernes en diffèrent aussi car elles sont de plus en plus graves et de plus en plus profondes. Le comptant manquant à chaque fois, la crise, avec ses faillites en chaîne, se précipite et touche toutes les capitales européennes. La crise des années 1780 finit de mettre hors jeu la Hollande. Amsterdam se débat alors, comme le reste de l'Europe, dans une crise longue qui touche l'ensemble de l'économie et pas seulement le crédit. Une crise analogue à celle dans laquelle se débat la France de Louis XVI, qui sort épuisée et financièrement détraquée de la guerre d'Amérique. Le résultat d'une crise longue, c'est souvent de clarifier la carte du monde, de remettre brutalement chacun à sa place, de renforcer les forts et d'inférioriser les faibles. Vaincu politiquement, si l'on s'en tient à la lettre du traité de Versailles, en 1783, l'Angleterre triomphe en réalité économiquement, puisque le centre du monde est désormais chez elle.
Dans la bibliothèque de la ferme.